Hello everyone, bonjour à tous, je suis Camille Mazet. Vous m'avez vu sur la petite vidéo de présentation au bord de la mer à La Rochelle. Je suis chercheuse en sciences politiques. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Littoral Environnement Société, qui est un laboratoire du CNRS et de l'Université de La Rochelle. Et je porte le réseau Apolymère dont je vais vous parler. Je souhaite vivement remercier Cosma Kazé pour son aide dans la préparation de cette conférence enregistrée à distance. Et je suis heureuse de vous présenter l'approche en co-design d'une science construite à plusieurs pour aller vers la science de la soutenabilité à travers nos expériences, nos projets concrets qu'on mène sur la gouvernance des océans et la gestion des ressources naturelles marines pour renforcer la transformation vers la durabilité. Alors, un petit mot tout d'abord sur le réseau Apolymère. C'est un programme de recherche international qui est consacré à l'étude et à la transformation de la gouvernance de la mer et notamment à la gestion des écosystèmes et des ressources naturelles marines. Donc, on s'intéresse dans une approche inter- et transdisciplinaire en croisant les sciences humaines et sociales avec les sciences naturelles, les sciences de l'ingénieur, aux enjeux que pose le changement global, le contexte de l'Anthropocène, à la gouvernance des océans et à la gestion des espaces naturels marins aujourd'hui. Donc, on est à peu près une quinzaine de chercheurs, seniors et juniors, engagés dans une réflexion et dans une construction avec les communautés côtières et les communautés marines sur un design d'une science plus hybride. Alors, pour mettre en place cette science plus hybride, on mobilise notamment le concept de socio-écosystème, la notion de gouvernance polycentrique, de gestion adaptative, qui nous permettent de mettre en évidence les connectivités, de travailler sur les systèmes complexes et d'appréhender à travers ces cadres, ces frameworks, à la fois théoriques et pratiques, des cas d'études dans lesquels on a affaire à la fois à des enjeux sociaux et des enjeux écologiques extrêmement forts et extrêmement interconnectés. Et donc, on sait, à travers la littérature et à travers nos expériences de terrain, à travers nos expériences sociales, qu'il est nécessaire pour appréhender cette complexité, pour mettre en évidence les interdépendances de soutenabilité, de mobiliser une recherche extrêmement transformative. Et c'est ce qu'on s'attache à faire dans le groupe Apolymère et dans nos travaux de recherche. Alors, les objectifs pour la société comme pour la science, c'est trois niveaux d'objectifs scientifiques, épistémologiques et socio-environnementaux qui peuvent permettre de produire de nouveaux outils d'analyse et de transformer les politiques publiques elles-mêmes, d'influencer l'action collective pour aller vers une meilleure conservation et une reconnexion des liens entre les humains et leurs environnements naturels, donc un dépassement du clivage nature-culture socialement construit, notamment dans le monde occidental, pour, grâce à cette reconnexion, repenser les relations de pouvoir, les relations savoir-pouvoir, l'interface science-décision. À partir de là, le grand enjeu pour nous, c'est de transformer, de contribuer à transformer les manières de manager, de gérer, d'orchestrer les relations, notamment entre les humains et leurs ressources naturelles, ou du moins ce qui est considéré comme partie de nature et donc comme bien commun ou comme ressource. Et puis enfin, c'est de transformer les sociétés, donc de les accompagner dans une démarche beaucoup plus soutenable en mobilisant le concept de gouvernance des socio-écosystèmes. Alors ici, il y a vraiment un point que je voudrais mettre en exergue, c'est le fait que le concept de socio-écosystème, c'est un concept analytique. C'est un concept qui est présent dans la littérature en sciences de l'environnement, mais qui n'a pas du tout percolé dans la sphère sociale et encore moins dans la sphère politique. Donc pour nous, le co-design de cette science hybride, il a vraiment une vocation très forte à faire transiter le concept de gouvernance des socio-écosystèmes et de gestion adaptative favorable à la conservation de la nature et des sociétés qui en dépendent, et donc à faire transiter, grâce à une recherche transdisciplinaire et transformationnelle, les concepts produits en sciences vers la société et les décideurs, les gestionnaires des territoires.
Alors, on travaille avec les gestionnaires des territoires, les gestionnaires des ressources naturelles, notamment dans le cadre des aires marines protégées, par exemple à travers des implications dans les parcs marins, donc dans la construction des plans de gestion des parcs. On propose une réflexion assez dynamique sur les processus de décision qui sont à l'œuvre sur la qualité de l'eau, sur les pêcheries, sur les problématiques de bassins versants, de trophisation, et ça sur différents territoires. Pour ce faire, la première étape de la méthode qu'on met en œuvre, c'est une approche qualitative où on développe à la fois de la socio-histoire et une ethnographie à travers un travail sur archives, à travers un travail sur entretien, des observations ethnographiques qui nous permettent de rentrer très en profondeur dans la vie de laboratoire, dans la production de la science, dans la manière dont les connaissances scientifiques sont produites, mais on fait exactement la même chose avec les communautés qui vivent des écosystèmes, qui vivent des ressources qu'elles exploitent. Donc, on fait un parallèle total dans ce co-design entre la vie de la production scientifique, donc la science dite légitime, et les autres types de savoirs en travaillant à travers les outils de l'anthropologie. À partir de là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive notamment à coupler des données qualitatives avec des données quantitatives pour mettre en évidence la manière dont les réseaux d'acteurs, les groupes d'intérêt, la constellation des institutions autour de la gouvernance des socio-écosystèmes qu'on étudie influencent ou pas la trajectoire du socio-écosystème vers la durabilité. Donc l'idée, c'est de modéliser les structures sociales complexes en regardant les positions sociales des acteurs, les valeurs, les intérêts, les relations d'interdépendance, les relations d'ego, les relations multiniveaux entre nos différents acteurs, d'identifier les jeux d'acteurs. Donc on n'est pas dans une approche en termes de jeu sérieux, de serious game, qui permet aux acteurs de discuter, de favoriser la concertation, la négociation. On est vraiment dans l'ouverture de la boîte noire de la gouvernance de la gestion de la nature. Donc ça, c'est un peu la spécificité, je dirais, de l'approche en co-design qu'on développe. Et puis, donc, à partir de là, la troisième étape nous permet d'aller vers un couplage de réseaux, un couplage entre l'analyse du réseau social, le réseau sociologique qui orchestre le processus de décision en matière de gestion environnementale et de gestion des ressources. Et cela, on le couple avec différents paramètres, différents périmètres et différents types de réseaux, comme la biodiversité, les réseaux trophiques, les cycles biogéochimiques, et on regarde la manière dont chaque compartiment est pris en compte, quelle est la valeur respective de ces compartiments dans le réseau de décision qui produit lui-même les mesures en termes de gestion environnementale. Donc, en fait, cette approche de co-design, elle a la particularité de décortiquer le système de gouvernance, mais surtout de regarder comparativement le poids des indicateurs, par exemple, issus de l'économie, issus de l'écologie, et de voir qui attribue tel ou tel poids, telle ou telle valeur pour orienter les décisions. Alors, très concrètement, maintenant, je voudrais vous présenter les terrains d'études, les projets sur lesquels on est très impliqué sur des années passées, présentes et futures, parce que tout l'enjeu de l'approche anthropologique couplée à de l'écologie, sur ces terrains-là, c'est de travailler sur le temps très long pour augmenter la confiance, donc la confiance à la fois donc, des communautés qui sont présentes sur ces territoires, de connaître les gestionnaires en personne, hein, les décideurs politiques, de suivre l'histoire politique de ces territoires pour mieux accompagner la trajectoire en termes de gestion environnementale. Alors ici, vous voyez la zone de Tixi, donc on est en Sibérie arctique, et c'est un projet du Belmont Forum qui visait en fait à comparer plusieurs trajectoires d'adaptation sur plusieurs pays, donc la France, le Canada, la Russie. Il y avait plusieurs pays impliqués. C'est un projet qui a été piloté par le CEARC à l'université de Saint-Quentin-Yvelines avec donc à sa tête un principal investigator qui était Jean-Paul van der Linden. Et ici, nous, on a contribué dans une équipe interdisciplinaire et transdisciplinaire à dialoguer avec les communautés locales pour réfléchir aux enjeux liés aux reconversions des pratiques de chasse, de pêche,
aux études d'impact socio-environnemental sur les prospections pétrolières en mer, l'impact sur les pêcheries, la fonte des glaces, du permafrost, la réouverture des routes maritimes. Donc, vraiment de travailler au plus près des populations sur les trajectoires de durabilité et de résilience de leur socio-écosystème en redonnant beaucoup de poids aux populations autochtones dans la discussion. Donc de là, on a compris qu'il était nécessaire de s'intéresser au savoir des peuples autochtones, au savoir des peuples locaux, mais pas autochtones uniquement au sens exotique du terme. On s'est dit également qu'il y avait des savoirs profanes, des savoirs locaux chez nous. Moi, je suis originaire de Bretagne et j'ai commencé à appliquer cette démarche dans mon propre pays. Donc, sur la zone atelier Brest-Iroise du CNRS, c'est un Long Term Ecological Research Site, donc un LTER qui est devenu un LTSER pour augmenter la dimension sociale. Et donc, j'ai couplé cela avec une autre zone atelier du CNRS qui est les terres australes, antarctiques et subantarctiques françaises, notamment autour du secteur de Kerguelen et de Crozet, où on a comparé l'adaptation des populations au changement global à travers la prise en compte des enjeux liés aux pêcheries, aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes, liés aux espèces invasives, à l'eutrophisation, les répercussions que cela peut avoir sur des pêcheries et donc sur les activités socio-économiques, voire symboliques pour les populations qui en vivent. Et puis, on a élargi cette approche à d'autres territoires en Outre-mer. Donc, on a également regardé à travers un regard croisé en travaillant avec la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon, en associant les décideurs politiques, les députés, en intégrant dans notre analyse la trajectoire des ministres des Outre-mer, puis ministres de la mer, en analysant tout le processus de prise en compte des différents types d'intérêts dans la manière dont les quotas sont attribués aujourd'hui pour permettre tel ou tel type de pêcherie. Donc, on l'a fait sur les terres australes, sur la pêcherie de l'Égine australe, ou encore sur l'holoturie à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une zone donc française située au Canada, dans une situation subarctique qui rend la zone particulièrement vulnérable aux effets du changement global et qui a subi un crash économique et identitaire très fort après la chute radicale du stock de pêche de morue sur les bancs de Terre-Neuve. Donc, on a ensuite élargi l'approche de co-design avec des chercheurs spécialistes d'aquaculture, des chercheurs spécialistes des ressources halieutiques qui travaillent à la fois en Colombie-Britannique, en France, dont certains sont originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on suit la manière dont les communautés peuvent s'approprier les concepts scientifiques et utiliser de manière hybride les savoirs qu'elles ont à la fois sur l'écosystème et sur les espèces pour transformer les modes de gestion et pour rendre ce mode de gestion plus adaptatif. Donc, évidemment, il y a des résistances, il y a des complications, il y a des grosses difficultés à parfois resserrer la distinction entre science et décision politique, mais en tout cas, on arrive à y travailler. Et donc, à partir de là, on a proposé au Belmont Forum un projet donc dans le cadre de l'appel à projet Sustainable Ocean pour produire des scénarios de gestion donc anticipatifs ou transformatifs qui permettraient de conserver des espèces naturelles à forte valeur ajoutée tout en préservant les droits des peuples autochtones. Donc, c'est ce qu'on a fait en Polynésie française à travers le projet Polycone qui est actuellement en cours et dans lequel je pilote la partie en sciences humaines et sociales. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on mobilise le protocole de Nagoya, donc la Convention sur la diversité biologique pour un futur meilleur qui préserve à la fois la biodiversité et les communautés qui en vivent en assurant la juste rétribution de l'usage des ressources génétiques qui sont présentes sur les territoires. Donc, cette approche de co-design ici, telle qu'on la développe, je voudrais relever 3 points importants. C'est qu'elle permet un regard croisé entre différents types de communautés épistémiques, donc des scientifiques, des pêcheurs, des gestionnaires de
ressources naturelles, des décideurs politiques, des acteurs économiques, par exemple le secteur de la pêche ou celui de l'aquaculture. Elle permet d'accompagner à partir des connaissances qui sont disponibles en sciences et des savoirs qui sont disponibles dans les communautés locales, la construction de scénarios, mais basés sur le concret, donc à la fois science-based, mais également des choses très tangibles qui permettent de identifier à travers un diagnostic l'insoutenabilité de la trajectoire des écosystèmes et des socio-écosystèmes pour proposer une trajectoire de soutenabilité. Donc le co-design, il nous permet d'aller dans la transformation de la trajectoire de ce socio-écosystème. Et enfin, on insiste beaucoup sur le fait que cette trajectoire, elle est dépendante du social, elle est dépendante des valeurs, elle est dépendante des intérêts des gens, de leur manière d'agir, de leurs pratiques, de leur position dans l'espace social. Donc, on a besoin des sciences sociales aux côtés des sciences de la nature pour identifier les points de blocage en termes notamment de pouvoir. Donc, ce qui nous semble important, c'est de mobiliser la science politique, l'anthropologie et le droit pour notamment travailler sur le principe de solidarité écologique, comme on le fait dans un groupe de juristes de l'environnement piloté par une juriste de l'Université de La Rochelle. Alors, cette solidarité écologique, on a essayé de regarder comment elle peut se mettre en valeur sur les territoires en comparant donc les approches de gestion des pêcheries dans les territoires français, les Outre-mer situés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Kerguelen, et en travaillant notamment sur les interactions entre espèces vivantes, dont les humains, interactions entre la légine australe, les orques, les cachalots, les oiseaux marins autour des questions de déprédation ou de capture accidentelle. Donc ici, on a reconstruit toute la sociogenèse du problème en intégrant au maximum les gestionnaires des territoires et en les faisant réfléchir à la notion de gestion adaptative eux-mêmes. Comment, en tant que gestionnaire de réserves marines, par exemple, ou comment, en tant que territoire comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, où justement il n'y a pas d'aire marine protégée, on peut mettre en place, à travers différents types d'indicateurs et différents types de savoirs sur les pratiques des environnements, un mode de gestion novateur, adaptatif, qui permettrait la résilience. Alors, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le projet avance plutôt bien. Beaucoup de scientifiques se sont rendus dans un grand congrès qui est organisé par Fabrice Tollecchia et Daniel Poli récemment, en octobre dernier, et qui avait vocation à créer un forum de dialogue, de rencontre entre les gestionnaires, entre les pêcheurs, avec une approche très multigénérationnelle sur le territoire. Et où les scientifiques ont bien alerté sur les risques d'effondrement des stocks, sur les effets du changement global, sur la nécessité de transformer les modes de gestion des pêcheries pour conserver un environnement équilibré qui permettrait aux sociétés qui les utilisent, ces environnements, de continuer à les exploiter. Et donc, on est également très avancé pour la partie terres australes françaises à travers les travaux de la zone atelier terres australes antarctiques et subantarctiques françaises sur des discussions entre gestionnaires des réserves, communautés scientifiques présentes sur les bases et représentants des groupes professionnels de pêcheurs pour transformer à la fois les techniques de pêche, pour limiter les captures accidentelles, pour limiter la déprédation sur les lignes de légine australe et pour aller vers un mode de gestion plus adaptatif. La spécificité de ces deux petits territoires pilotes sur lesquels on travaille, c'est que ce sont de petits territoires sur lesquels il y a assez peu d'humains. On est sur des surfaces qui sont tout de même très fréquentées, c'est des hotspots de biodiversité, mais on a une assez faible fréquentation en termes de pêcherie et donc des interactions assez faciles entre les acteurs. Donc on a choisi de se frotter à un cas plus compliqué qui est celui du golfe de Gascogne, le golfe de Gascogne qui court de la Bretagne en France jusqu'à la côte nord de l'Espagne, pour travailler sur les processus de gouvernance qui permettraient de réduire les risques de capture accidentelle liés à la pêche. Capture accidentelle de cétacés, donc par exemple les dauphins jusqu'aux oiseaux marins. On peut penser par exemple aux puffins, des espèces qui sont très menacées par les pratiques de pêche dans le golfe de Gascogne. Ici, c'est très compliqué de mettre en place un co-design, une science, disons, hybride, puisque
il y a plus de résistance de la part des communautés de pêcheurs qui sont très socialement organisées. Il y a une très grande diversité des métiers de la pêche, une très grande diversité de techniques, une très grande complexité pour travailler sur la surface de la zone avec des enjeux liés au zonage, aux aires marines protégées, et puis la nécessité de lever tout un certain nombre de barrières conceptuelles, théoriques sur les notions de gestion co-adaptative. Donc, ce programme est en cours. En termes de co-design, ce que je voudrais faire comme retour ici, c'est que le sujet est tellement compliqué politiquement qu'il est difficile d'arriver en tant que scientifique avec des préconisations, avec des recommandations. Il faut aller très doucement, il faut travailler d'emblée en co-construction avec les différents types d'acteurs, mais parfois la multiplicité des projets dessert le rôle que la science peut apporter aux décideurs ou aux gestionnaires de territoire ou encore aux représentants des communautés de pêcheurs. Alors, à l'inverse, il a été plus évident de construire le projet Polycone, puisque tout le projet Polycone était basé d'emblée sur un programme en co-design avec une exploration de différents types de scénarios, donc la création d'aires marines gérées par les communautés locales ou le développement de fermes aquacoles qui seraient basées sur l'acquisition de connaissances en biologie, sur l'innovation en biotechnologie. Alors ici, à droite, c'est une photo que nous avons réalisée, par exemple, avec une gestionnaire du parc de Mooréa, le plan de gestion de Mooréa en Polynésie française, et où on explique la manière dont on pourrait, à travers ces scénarios, faire du cône un commun pour éviter le naufrage auquel il peut être confronté s'il est trop exploité par l'industrie pharmaceutique, par des acteurs privés. Donc voilà, c'est ces cônes marins que vous voyez à gauche qui sont convoités pour l'usage pharmacologique ou cosmétique de leurs conotoxines qui nécessitent urgemment un plan de préservation, donc très anticipatoire, et au sein duquel il est nécessaire de mettre les savoirs locaux et traditionnels au cœur du processus de co-construction pour garantir à la fois le principe de solidarité écologique et une gestion des ressources naturelles sur le long terme qui permettent aux sociétés qui en dépendent d'en vivre éthiquement. Donc ici, avant de conclure, je voudrais donc bien mettre en évidence le fait que l'approche en co-design qu'on développe dans les projets à Polymère et au sein de notre laboratoire de recherche et des laboratoires qui sont à l'interface avec le groupe à Polymère présente l'avantage de renforcer les capacités à la fois écologiques et sociales des territoires sur lesquels on intervient, qu'on est bien dans une démarche transformative, anticipative, en vue de la résilience ou de la soutenabilité des territoires, que cela permet de conserver les espèces non humaines, mais aussi les sociétés qui en dépendent, et que c'est en intégrant les différentes valeurs, mais aussi les différents niveaux d'intérêt et les relations de pouvoir dans l'appréhension qu'on a du système de gouvernance des socio-écosystèmes, qu'on peut vraiment être dans une approche en co-design. Seulement, la difficulté, c'est que dès lors qu'on commence à appréhender les questions de gouvernance au sens des outils des sciences sociales du politique, de la sociologie politique des sciences, de l'anthropologie politique, on touche à des questions extrêmement fragiles, extrêmement épineuses, où on a besoin d'avoir des outils très solides pour transformer les relations de pouvoir elles-mêmes. Donc, cette approche de co-design, elle est basée sur le rééquilibrage des relations de pouvoir, des relations entre les types de savoir dits légitimes et les autres types de savoir, pour les mettre au cœur du processus de co-construction des trajectoires des socio-écosystèmes basés sur un mode de gouvernance plus équilibré, donc polycentrique. Voilà, donc je voudrais dire que l'intérêt de travailler sur le temps long avec les acteurs des territoires, les gestionnaires, les communautés côtières, c'est que c'est seulement comme cela qu'on pourra mettre en œuvre concrètement une approche décolonisée de l'écologie ou de la gestion des ressources naturelles, et que cette approche décoloniale, elle nécessite de restituer la profondeur historique et anthropologique des processus politiques et gestionnaires qui sont mis en place sur les territoires. Alors, pour conclure, je vous présente ici
le schéma en fait un peu complet de ce design de recherche, donc avec l'idée qu'on ouvre bien la boîte noire de la gouvernance des socio-écosystèmes, en regardant comment les sociétés humaines articulent la partie sociale, la partie biophysique, les notions de driver donc externe, de pression, et puis également de services écosystémiques ou encore de biodiversité dans leur processus de construction des mesures de gestion. Ça, c'est vraiment la spécificité de l'approche et donc toute sa force, et qui nous permet de repenser le clivage entre nature et culture à travers le fil du politique. Donc, on fait un retour évidemment permanent aux gestionnaires qui parfois peuvent être un peu effrayés de la teneur analytique ou hautement théorique de ce type de cadre. Et il faut absolument que la co-construction s'articule de manière la plus simple possible, non pas dans un cadre théorique extrêmement figé, mais en intégrant bien l'idée qu'on s'inscrit dans une histoire des sciences, dans une histoire de la complexité, et qu'on est nécessairement obligé aujourd'hui de considérer la complexité de ces relations pour prendre des décisions adaptées aux incertitudes, aux chocs, aux ruptures, à partir donc de ce concept de socio-écosystème qui permettrait de mettre en œuvre une gouvernance en vue de leur gestion adaptative. Voilà, bon, je vous remercie pour votre attention. Je suis disponible pour répondre à vos questions, peut-être plus concrètes sur la manière dont on met vraiment en œuvre ce co-design. Mais les mots-clés, pour nous, c'est ça, c'est le rééquilibrage des pouvoirs, c'est la transformation, c'est la recherche transformationnelle basée sur la prise en compte de ces structures de gouvernance, la nécessité de mettre en évidence les interrelations, de comprendre la complexité, et donc en donnant de la place aux différents types de savoirs, de pratiques, de valeurs, des communautés qui sont amenées à gérer les écosystèmes et les ressources dont elles dépendent. Donc c'est vraiment un co-design en action et on peut continuer à en parler dans les questions. Je vous remercie.